La question est de savoir si on peut introduire le concept de justice en enfer. Nous avons en réalité nous subissons un changement de civilisation judiciaire. C'est-à-dire que le XXe siècle a été entièrement fondé, ponctué par des procès symboliques. Faut-il au XXIe siècle, qui sera le procès de Daesh, rechercher le même besoin de symbolique? Je crois que nous avons été devancés par l'argent. Les procès sont essentiellement, en France, vous regardez, tous les procès Daesh, ou pseudo-Daesh, ou celui du retour des djihadistes, ou celui du financement, sont essentiellement axés sur plusieurs concepts, beaucoup de choses, sauf crimes contre l'humanité, génocide. Les infractions sont les suivantes: association de malfaiteurs, blanchiment, terrorisme, apologie. Voilà. Aujourd'hui, les procès Daesh, c'est ça. Le procès crime contre l'humanité que l'on voudrait voir apparaître, va-t-il avoir lieu? Je n'en suis pas sûr, en tout cas pas sous cette forme. Tout nous l'indique. D'abord, parce que la compétence universelle, telle qu'elle est envisagée par la France, par l'article 189.11, ne le permet pas. Nous avons une vision restrictive et sans doute à juste titre de la compétence universelle, le fait de devoir pouvoir juger un étranger qui a commis une infraction sur un territoire étranger, sur une victime étrangère, quel rapport avec la France? C'est une conception de la compétence universelle que n'a pas la France. La grande difficulté pour le procès Daesh, c'est que les auteurs, je suis en train de parler des responsables de crimes contre l'humanité, les planificateurs sont irakiens ou syriens. Voilà le grand problème. La compétence universelle ne pourra sans doute pas être déclenchée. Est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU sera capable de passer outre le veto de la Chine et de la Russie? Est-ce que nous aurons une justice pénale internationale à la Nuremberg au XXIe siècle? Je ne crois pas non plus, mais pourquoi pas. Les saisies pénales, c'est-à-dire les saisies de patrimoine au stade de l'enquête, sont en train d'être multipliées. Ça, c'est un signe qui, à mon avis, doit être mis en parallèle avec les recommandations blanchiment, avec les recommandations des résolutions blanchiment, les recommandations du GAFI. Le GAFI a fait la tournée des 180, le groupe d'action financière, a fait la tournée des 180 pays dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terrorisme. Et 180 rapports, donc 180 grammes aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, c'est le financement, c'est la lutte, c'est le gel des avoirs, le gel des comptes bancaires. J'allais parler d'une affaire également de quelques jours, mais on va éviter pour l'instant. C'est le gel de biens immobiliers d'anciens présidents, d'anciens dirigeants qui sont à l'extérieur. Voilà le système qui est aujourd'hui retrouvé. Évidemment, la multiplication des plaintes en France est importante. L'action de la Credo, et j'ai l'honneur d'assister à la Credo depuis quelques mois, merci infiniment de me donner cette opportunité, est importante. Il faut continuer. Vous savez que la Credo a saisi le parquet de Paris, donc c'était le 5 février 2016, parallèlement à la Cour pénale internationale, où c'était quelques temps après. Il y a une autre plainte déposée, la FIDH et la LDH, le 24 octobre 2016, pour disparition forcée, torture et crimes contre l'humanité. Et en réalité, dès septembre 2015, une enquête préliminaire avait déjà été ouverte pour crimes contre l'humanité et actes de torture, sur la simple base de photos, vous vous rappelez, de ce photographe, je crois syrien, César, absolument, un membre de la police syrienne qui, je crois, est aujourd'hui réfugié en Europe. Ces plaintes existent. Il faut également rappeler, saluer la création du pôle crime contre l'humanité du parquet de Paris,
qui a quelques dossiers. Ce que l'on a constaté, pour faire bref, c'est que nous aurons en France des poursuites sur le fondement principal de l'infraction de terrorisme. Voilà, ces gars-là, on les attrape, ils sont jugés sur la base de l'infraction de terrorisme, mais le procès symbolique pour crime contre l'humanité ne pourra pas apparaître ici. Encore que, si demain un procès devait avoir lieu, la question, typiquement pour la Credo, parce qu'on s'est interrogé de plaintes ayant été déposées, serait de savoir qu'est-ce qui serait le mieux, la Cour pénale internationale ou juridiction nationale. La tendance, David me corrigera, est au choix des juridictions nationales. Vous savez qu'en 2016, 2 Rwandais ont été jugés à Paris, dans la cour d'assises de Paris, pour crimes de génocide commis au Rwanda. C'était un procès historique. Nous avons assez sacralisé et rêvé la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, aujourd'hui, c'est un budget de 130 millions d'euros par an. Je ne sais pas ce qu'il faut en attendre. La politisation de la Cour pénale internationale est un autre problème. La position de Mme Bensouda, qui déclarait, laissez-moi me rappeler, le 8 avril 2015, que la Cour pénale internationale n'avait pas de compétences territoriales pour agir, est un problème dès lors que, on le sait maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU peut déclencher l'action publique, peut saisir la Cour pénale internationale. Nous comprenons qu'il y a des blocages auxquels on ne trouvera pas de solution parce que, en réalité, le problème de Daesh concerne l'Occident. Les circuits de financement, vous savez, vous vous rappelez, il y a 2 ans, 3 ans, on voyait les grandes œuvres, les grandes statues, etc., exploser à la dynamite. Soyons clairs, c'est celles qu'on ne pouvait pas transporter. En réalité, nous avons compris que ces explosions devant les caméras constituaient un espèce de top départ des ventes du marché noir. Le financement de Daesh, c'est 6 à 8 milliards par an en matière d'œuvres d'art illicites. Je ne parle même pas du pétrole. Voilà. Comment est refourguée la marchandise? Avec de faux certificats d'authenticité, transit à la Turquie, rachat dans les pays qui ont une tradition en matière d'œuvres d'art, en matière d'art, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique. Sans le financement de Daesh, il n'y a pas de Daesh. Dans l'interprétation des crimes contre l'humanité, y a-t-il des preuves tangibles de la Shoah? Et y a-t-il des preuves tangibles de la commission du génocide arménien? Il y en a quelques-unes, mais ensuite le débat qui arrive entre les deux fronts, c'est le négationnisme. Voilà, donc Monsieur Caron. Oui. Moi j'ai deux remarques. D'abord, il me semble, mais je peux me tromper, que le Conseil de l'Europe, dans une résolution de 2014 ou 2015, a créé une commission d'enquête qui enquête et qui se rend sur place et qui est en train de cumuler les preuves. Ça, c'est le premier point. Il y a eu un premier rapport, notamment sur différents aspects. Il y a des rapports sur le viol des femmes, donc, on a de la documentation dessus. J'aimerais avoir une précision, parce que lorsque nous avons déposé notre plainte devant la Cour pénale internationale, on a eu 3 étapes. La première étape, ça a été tout de suite inscription au rôle. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question de justice internationale, mais inscription au rôle, ça veut dire ouverture, c'est peut-être pas ça, d'une enquête. En tout cas, il y a eu un courrier du bureau du procureur que nous avons, qui nous informait qu'il y avait inscription au rôle. Deuxième étape, ça a été, il y a, alors c'est de l'anglais, donc moi je traduis avec mes mots, mais c'est peut-être une très mauvaise traduction, une ouverture de l'instruction. Et quand nous avons vu Fatou Bensouda qui nous a dit, bon, ça c'était après, il vaut mieux que vous le fassiez en France, parce que vous avez plus de chances d'aboutir que chez moi, ces services nous ont dit, ça signifiait tout simplement qu'il y avait un groupe d'enquêteurs qui était chargé d'enquêter sur place en attendant de savoir ce qu'on faisait.
Voilà. Donc peut-être que vous allez pouvoir nous donner un peu de précision. Oui, alors, vous répétez ce que j'ai dit tout à l'heure. Formellement, la saisine de la Cour commence avec une ouverture d'enquête. Mais vous n'êtes pas encore à ce stade-là. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes dans l'examen préliminaire. Parce que lorsqu'il y a une ouverture d'enquête, qu'est-ce qui se passe? Le procureur, officiellement, doit, non pas vous, doit informer les États qui seraient susceptibles d'être compétents, parce que la Cour pénale internationale ne peut être compétente que si les États le sont, puisque c'est une délégation de compétences. Donc, lorsque la Cour pénale internationale, d'ailleurs, si elle n'est pas saisie directement par un État, le procureur doit même se faire autoriser par la Cour, il doit même se faire autoriser, et ensuite il doit informer les autorités des États. Il doit informer la France, il doit informer la Belgique, et le gouvernement français, qui ouvre une enquête. Là, vous êtes au stade de ce qu'on appelle l'inscription au rôle, c'est automatique. Vous avez envoyé un dossier, c'est automatique. Vous êtes au stade de ce qu'on appelle l'examen préliminaire. C'est-à-dire, cet examen préliminaire ne dispense pas la Cour de... Mais c'est comme une enquête officieuse, en fait. C'est un peu comme une enquête officieuse de police. On rassemble des éléments pour voir dans quelle mesure on pourrait être compétent. Voilà, c'est ça. On est à ce stade-là. C'est effectivement ce qui est tout l'enjeu de l'article 53 du statut de Rome, parce que ce qui est effectivement en train de faire le procureur, c'est, si on lit l'article 53, d'évaluer les renseignements portés à sa connaissance. Donc il est en train effectivement de rassembler des éléments à droite à gauche, de voir ce qu'il va pouvoir en tirer, de les évaluer, et après, et c'est là qu'on a l'ouverture de l'enquête, de décider d'ouvrir une enquête, à moins qu'il nous conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du statut. J'attire vraiment l'attention sur le fait que la notion d'instruction n'est pas du tout pertinente. On est dans un modèle qui est plutôt un modèle ici de common law, c'est-à-dire que la notion de magistrat instructeur et d'instruction n'est pas du tout transposable. Oui, juste. Puisque, effectivement, il n'y a pas de méchant qui est désigné, c'est le bureau du procureur qui, lui, décide d'enquêter, et à la fin de son enquête, décide d'orienter, d'aller vers une chambre préliminaire, etc., demander éventuellement des mises en accusation ou des mandats d'arrêt. Ce qui est très important, c'est vraiment l'ouverture d'enquête, parce que c'est ce qui permet d'arbitrer la compétence de la Cour et la compétence des États. Il faut bien voir que la compétence de la Cour, elle est vraiment conçue comme devant être en équilibre avec la compétence des États. C'est-à-dire que si on était en enquête, formellement en enquête, et bien là, il y aurait une saisine, la France serait informée, on demanderait à la France, est-ce que vous voulez poursuivre ou pas? Et si la France dit, moi je veux poursuivre, après il y a des arbitrages, il y a des techniques, mais en principe, la Cour doit dire, moi j'arrête. Parce qu'en fait, c'est l'a priori. On parle de compétences complémentaires, mais on devrait même dire compétences subsidiaires. La compétence des États est conçue dans le système de la Cour comme étant la compétence principale. La Cour ne va s'y substituer que parce que les États le veuillent bien. Et en fait aussi font correctement leur travail, parce qu'il y a quand même l'hypothèse qui est envisagée de l'État qui dirait je prends une affaire et qui s'en occupe pas. Et là, la Cour peut la récupérer à nouveau. Oui, Pascal Aubois, avocat à Paris. Oui. J'ai travaillé pendant quelques années, 2014-2015, sur les crimes commis par Daesh en Syrie et en Irak. Et également sur la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. On s'est heurté, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, au veto, refus total de la Chine et surtout de la Russie. Aujourd'hui, j'ai une optique tout à fait différente. D'abord, pour qu'il y ait un procès de Daesh, il faudrait qu'on ait des hauts dirigeants encore en vie, capturés, arrêtés et susceptibles d'être traduits, ce qui n'est pas une hypothèse aujourd'hui gagnée d'avance, puisque la politique internationale, c'est une politique de bombardement, qui a été confirmée par des militaires, des magistrats, des hauts fonctionnaires des Nations Unies. C'est d'abord une politique de bombardement de la justice. On verra s'il reste éventuellement des dirigeants encore en vie, de façon à pouvoir faire un vrai procès sur la base de l'entreprise criminelle commune. Et ensuite, pour la juridiction, la compétence, je pense que la Cour pénale internationale est une institution trop faible pour pouvoir gérer un procès comme celui de Daesh, pour autant qu'il y en ait un dans une dizaine d'années, peut-être, à l'échelle du temps. J'ai l'expérience, j'étais avocat des parties civiles au procès des Khmers rouges. Il a fallu qu'on attende 35 ans
après les faits pour qu'on puisse juger un procès qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, qui a duré 10 ans. Mais pour Daesh, me semble-t-il, hein, il faudrait que ce soit une juridiction ad hoc. Et mieux qu'une juridiction ad hoc, non pas sur un modèle anglo-saxon, totalement gouverné par la common law, mais plutôt sur un modèle de celui des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, où les victimes peuvent se constituer partie civile. Ce qui donnera tout le sens au procès pénal international. Et je dirais même plus loin, je dirais que l'avenir de la justice pénale internationale, c'est la participation active des victimes à la procédure. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce qui n'est pas le cas dans la Cour pénale Ils sont entendus comme témoins. Oui, non, même pas. Même pas. Même pas. C'est un statut tout à fait particulier qui est fait d'ailleurs pour contrôler les victimes et ce qu'elles peuvent dire. Une demande de participation. Alors, c'est une part. Bon, ils sont en train d'évoluer, parce que justement l'expérience du Cambodge permet de voir l'intérêt, tout l'intérêt, dans le cadre également de la réconciliation, parce que c'est aussi un début de la justice pénale internationale, c'est d'intervenir en tant que. Je préciserai qu'il y a un troisième cas de compétence que j'ai pas, qui peut exceptionnellement jouer, c'est le fait qu'un État non signataire peut très bien, lui, dire « je n'ai pas signé, mais je demande à la Cour pénale internationale de se saisir d'un gouvernement ». Il faut que ce soit un gouvernement reconnu, un gouvernement officiel. C'est ce qui s'est passé à l'origine pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait renvoyé l'affaire avant de ratifier le statut de la Cour. Mais ça, c'est tout à fait recevable. Je ne sais pas, imaginons que le gouvernement irakien pourrait très bien, valablement, même sans avoir signé le statut de la Cour, dire à la Cour « moi, je vous renvoie cette affaire-là ». Donc le futur gouvernement irakien, en supposant que la situation s'est stabilisée, etc., fait renvoyer les anciens dirigeants. On aime à dire que la justice pénale, dans cette commission en tout cas, que la justice pénale internationale est née du traité de Sèvres, c'est-à-dire des événements de 1915. La justice pénale internationale était prévue, article 230 du traité de Sèvres. Le procès a été volé, nous n'avons pas eu le procès international. Deuxième étape, le procès de Nuremberg. La parole des rescapés de la Shoah n'a pas été entendue. Il a fallu le procès Eichmann pour que la parole des victimes soit entendue. Troisième étape, peut-être, le procès des Khmers rouges, qui a donné pour la première fois dans l'histoire une place aux victimes de génocide. La création de la Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle page, mais voyez, on est arrivé au 21e siècle avec cette envie, de symbolique du 20e siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit encore, ça va se passer comme ça. Cela étant, ce qui dépasse le symbolique, c'est effectivement, et je voudrais conclure là-dessus parce que vous avez raison, c'est la parole des victimes, la parole des rescapés dans un procès.